Madame, Monsieur, bonjour. Alain Rousset, président de la Nouvelle-Aquitaine, est aujourd'hui et pendant 1 heure l'invité exceptionnel de Dimanche en politique. Socialiste, président de région depuis 1998, Alain Rousset revient ce matin sur la crise liée au coronavirus et ses conséquences, sur la mise en place d'un plan de relance voté cette semaine, sur ses objectifs en matière de décentralisation et sur ses ambitions à quelques mois des élections régionales. Alain Rousset, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté ce matin l'invitation de Dimanche en politique. À mes côtés pour vous interviewer, Annick Demars de France 3 Limousin. Bonjour Annick. Bonjour Franck. Et Jérôme Villain de France 3 Poitou-Charentes. Bonjour Jérôme. Bonjour Franck. Une réaction tout d'abord pour débuter cette émission. Cette fin de semaine, Sophie Petronin, ex-otage au Mali pendant 4 ans, qui est d'origine bordelaise, a été libérée. Vous avez beaucoup œuvré, vous vous êtes investi pour défendre et pour faire parler de cet otage qui fait partie de notre région. Quel était votre premier sentiment et de quelle manière vous êtes-vous impliqué pour cette libération ? À l'invitation des familles, on est intervenu, on a mis à l'entrée de l'hôtel de région à Bordeaux la photo de Sophie Petronin et on a continué à agir à bas bruit, mais fortement auprès des autorités françaises aussi pour sa libération. Donc pour nous, c'est un vrai soulagement et je ne peux que lui souhaiter auprès de sa famille et à sa famille le retour de la paix. Dans l'âme et dans le corps. Sa famille qui en partie est donc du côté du bassin d'Arcachon. Quel est pour vous le prix de cette libération ? J'ignore les conditions dans lesquelles sa libération a été faite. Je pense que la pression sur les ravisseurs, le fait qu'il y a une forte mobilisation contre les djihadistes dans cette partie de l'Afrique, et je pense que tout ça a été fait. Et puis, s'attaquer à une femme âgée qui portait aussi et la paix et l'accompagnement des enfants, avec un total altruisme, c'est quelque chose qui doit peser un peu sur la conscience. Alors, l'actualité cette semaine, c'est aussi, bien évidemment, et depuis plusieurs semaines, l'évolution de la crise sanitaire. La circulation du virus est très active dans notre région, en Nouvelle-Aquitaine. La situation actuelle vous inquiète-t-elle ? La situation m'inquiète. Elle m'inquiète pour plusieurs raisons. D'abord, on n'a pas les moyens encore, même si la médecine a progressé sur les traitements antiviraux de première analyse, même si la durée de la mise sous respirateur est plus courte et plus tardive dans la maladie, mais il y a un problème de santé publique. Il y a un problème de santé publique qui va vraisemblablement, avec le réchauffement climatique, bien au-delà, d'ailleurs, de la crise de la Covid. Puisque la circulation, soit par les trafics de marchandises, les trafics aériens, les trafics d'animaux, mais aussi simplement les oiseaux migrateurs. Je recevais il y a quelques jours de cela le professeur Malvy, épidémiologiste bien connu, qui participe d'ailleurs au conseil scientifique, et qu'il nous disait être inquiet pour demain d'autres types de maladies qui nous viendraient des pays plus chauds. Donc il faut impérativement que nous ayons un effort de recherche, un effort de santé publique, et que nous puissions prévenir cela, y compris d'ailleurs dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, est très critiqué depuis ce qu'on peut appeler le rebond de la maladie, enfin du virus en France, et plus particulièrement à Paris, Marseille, Toulouse. On se dirige visiblement vers davantage de mesures de restriction. Est-ce que le gouvernement agit de la bonne manière, selon vous, dans cette gestion du virus ? Alors, vous me laisserez, ne pas m'engager dans la polémique. Je n'aime pas, dans une période de crise comme celle-là, une crise vitale, tous les procès qui sont faits. Le temps viendra, et il le faudra, où on analysera le problème du masque, le problème des tests, des lits d'hôpitaux, le problème de l'état des hôpitaux. Prenez les hôpitaux de la Nouvelle-Aquitaine, 400 lits de réanimation. Vous prenez le Land de Hesse, même population, avec pourtant un gouvernement de droite à la tête du Land de Hesse, 7000 lits. Justement, eux, ils ont la compétence santé, c'est quelque chose que vous réclamez. Je réclame... Que feriez-vous différemment si vous aviez cette compétence ?
Mais d'abord, l'action publique, elle ne se passe pas du jour au lendemain comme ça. Hein. Mais il est évident que la proximité que représente et la bonne échelle que représente la grande région fait que la réaction des autorités régionales, en l'occurrence, n'aurait pas laissé se dégrader la capacité de l'hôpital public. L'agilité ensuite. Prenez le cas des tests. Aujourd'hui, vous avez des services vétérinaires, vous avez les laboratoires vétérinaires qui sont plus en avance, départementaux, qui sont plus en avance sur la Covid, que la santé humaine. Et nous n'utilisons pas toutes ces possibilités. Enfin, quelques mesures. Enfin, ce qui a été décidé à l'initiative du professeur Malvy et qui a peut-être beaucoup fait évoluer une forme de résilience et de résistance dans notre région. On a testé d'abord les symptomatiques avant de tester tout le monde qui venait se présenter devant un laboratoire. Et donc on a désengorgé les énormes queues qu'il y avait devant les labos ou devant l'hôpital. Mais je pense... Et puis il y a le problème aussi, comment j'anticipe des crises qui peuvent survenir. Alors oui, il faut des stocks. Oui, il faut des stocks d'équipements de protection individuelle. Et les hésitations du gouvernement au début de la crise venaient de ce qu'il n'y avait plus de stock de masques. Alors vous n'avez pas la compétence au niveau de la région, on l'a dit notamment en termes de santé, mais vous avez quand même des capacités à œuvrer. D'ailleurs, vous avez voté un plan cette semaine, on va y revenir, oui. Un plan de relance. Et il y a notamment une enveloppe de 5 millions d'euros qui est engagée pour soutenir la recherche et l'innovation justement en matière de Covid-19. Qu'est-ce que vous attendez de nos structures, de nos laboratoires dans notre région ? On travaille déjà beaucoup avec les labos. On a beaucoup accompagné la recherche. Vous savez notamment qu'à l'hôpital Pellegrin, il y a un centre de recherche sur les maladies du vieillissement, Alzheimer, Parkinson, etc., etc. Et que c'est la région qui en a eu l'idée, c'est la région qui l'a financé en totalité. Alors pas le fonctionnement interne, pas les postes de profs ou de chercheurs qui sont à l'INSERM ou au CNRS, donc nous intervenons beaucoup sur la recherche. On a d'ailleurs lancé un appel à projet aussi sur le Covid directement, et notamment sur la détection du Covid dans les eaux grises des EHPAD ou des hôpitaux. Nous participons aussi à des projets de recherche globaux sur le vaccin ou l'ensemble des médicaments, et on intervient globalement sur la recherche. On intervient aussi, pour que les choses soient bien précises, sur la notion d'aménagement du territoire, créer, là où il y a une déprise médicale, des maisons de santé pluridisciplinaires. Je crois qu'on en est à 250, que la région finance et promeut avec d'autres partenaires et notamment l'ARS. Et on intervient aussi, c'est peut-être le cas le plus marquant, sur la formation aide-soignante, infirmière. Et d'ailleurs là, il y a une réflexion qui est engagée et qui est très structurante, c'est comment on peut faire monter les infirmiers et les infirmières en compétences et peut-être en acte médical, notamment pour les personnes qui ont des maladies au long cours, je pense au diabète, je pense au cancer, de telle sorte qu'on dégage le médecin pour des interventions plus lourdes, plus stratégiques. Et puis enfin, il y a tout le problème de l'accompagnement du grand âge, des personnes âgées, les auxiliaires de vie, avec le les aides-soignants, par exemple, avec le gérontopole qu'on a créé, qu'on va bientôt, qui sera installé, dont le centre sera installé à Limoges, parce que le Limousin avait beaucoup travaillé sur cet accompagnement des personnes âgées. Et on a créé d'ailleurs aussi un oncopole, parce que le modèle jacobin et le modèle centralisé fait que sur les territoires, on ne se parle pas. Donc comment faire travailler les 3 CHU de Poitiers, de Limoges, de Bordeaux, comment faire travailler les start-up qui sont parfois en avance sur la détection et le traitement, comment faire travailler les labos sur le plan de la recherche sur le cancer, de la détection, de la prévention et des meilleurs soins. C'est ce que fait la région aujourd'hui en matière de santé. Alors, on vient de parler de cette crise sanitaire. Elle a des conséquences, cette crise évidemment, un peu partout en France et notamment en Nouvelle-Aquitaine, sur l'économie. Certains secteurs ont plutôt bien résisté, mieux que d'autres en tous les cas, le tourisme, l'agroalimentaire. D'autres sont frappés durement. Ça dépend des endroits, en effet. Le littoral, peut-être la restauration,
C'est plus compliqué. Beaucoup, hein. En tous les cas, cet été, peut-être plus que maintenant. Certains secteurs sont durement touchés, l'automobile, l'aéronautique. Le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 16,8% les 6 premiers mois de l'année. Ce plan que vous avez fait voter lundi, quel est son sens? Que voulez-vous faire passer comme message? Qui voulez-vous aider et comment? Alors, d'abord, c'est le 3e plan, parce que la région est mobilisée avec toutes ses équipes depuis le début de la crise, pendant le confinement. Et j'avoue que je suis fier d'avoir des équipes admirables. Premier moment, tout simplement, on achète des masques, on achète des équipements de protection individuelle pour les distribuer aux EHPAD, notamment pour éviter une flambée de la maladie dans les EHPAD et l'engorgement encore plus important des hôpitaux. Là, il y a une petite bagarre avec les services de la préfecture qui veulent nous chipper les masques, alors qu'ils sont destinés à la santé. Hein, incroyable. On a la chance d'avoir, au niveau de l'ARS, un directeur qui aplanit les angles. Ensuite, 2e plan, toutes les aides de crise, notamment les aides à la trésorerie. Vous savez qu'il y a eu deux grands types d'aides. D'une part, des aides qui ont été gérées directement par Paris, par la direction des finances publiques, et un 2e type d'aide qui a été un peu élargi pour les PME, que la région a géré, pour le compte et de l'État et de la région. Il y a eu ensuite, et puis des actions spécifiques, parce que nous avons mis nous-mêmes, d'ailleurs, en place un certain nombre d'actions. Je pense notamment à un fonds qu'on voulait un peu voiture-balai, en se disant il y aura des entreprises qui vont passer à l'as. Hein. Donc on a créé un fonds de 15 millions, puis de 25 millions. J'espère bien qu'avec le plan de relance de l'État, ce fonds pourra être abondé, parce que ce n'est pas des prêts. Jusqu'à 50 emplois, ce sont des subventions jusqu'à 50 000 euros, avec des instructions très rapides. Bien entendu, on va mettre en place ces dispositifs pour les entreprises qui en ont besoin. On a mis en place avec la Caisse des dépôts un fonds territorialisé autour de chaque EPCI, c'est-à-dire des intercommunalités, en quelque sorte. Un fonds pour l'économie sociale et solidaire et un fonds pour les associations, 5 millions d'euros. Parce qu'on sait que les associations, qui sont souvent employeuses, vont beaucoup souffrir. Et on a maintenu pendant la crise, même si une association culturelle devait faire un festival, qu'elle ne peut pas le réaliser, on a maintenu nos subventions. Et là, on est sur un 3e plan, que j'ai amené d'ailleurs, je ne vais pas vous le lire parce que un plan de transition. On va en parler plus tôt. Dont je vous dirai le sens tout à l'heure. Mais on la va région. parler avec l'illustration de ce qui se passe dans le Châtelleraudais. Vous étiez cette semaine dans la Vienne pour visiter plusieurs entreprises, mais aussi pour aller on va le dire, au chevet du secteur industriel de Châtellerault. On va d'abord parler des fonderies du Poitou et après de Mécafi, des fonderies touchées par la crise, bien sûr, du secteur automobile. Plusieurs grèves ont éclaté ces derniers jours. Qu'est-ce que la région peut faire pour aider ces salariés des fonderies Fonte et Alu? Alors, d'abord, la région est déjà intervenue pendant la période de changement d'actionnaire. L'aide n'a pas été versée en totalité parce que le plan qui était conditionné par l'aide, n'a pas été totalement respecté. Mais on parle de crise de l'automobile. En fait, c'est une crise d'identité aussi. Est-ce qu'on bascule du diesel, de l'essence, ou pas à l'électrique, à l'hydrogène, au gaz vert? Donc là, ça suppose de changer la voiture. C'est ce que vous avez dit, il faut changer de façon de faire. Voilà. Et puis, il faut effectivement que l'actionnaire des fonderies du Poitou puisse effectivement mettre en œuvre concrètement, en tout cas c'est ce que nous avons discuté avec la direction, après en avoir parlé avec les salariés, enfin, j'ai eu une longue série de discussions, que le plan d'investissement soit mis en place. Et le plan de diversification. On voit bien aujourd'hui, j'imagine quand même. C'est une belle leçon d'ailleurs, d'une certaine manière, parfois un peu tragique, mais une région qui n'est pas diversifiée sur le plan économique et industriel, c'est une région qui souffre beaucoup plus. Et la Nouvelle-Aquitaine souffre, mais elle souffre moins que d'autres régions. Vous aviez avant l'été un article très intéressant du journal Le Monde qui montrait que les 3 régions qui étaient à la fois les plus diversifiées et qui souffraient le moins, c'était la région de France, la région
Rhône-Alpes et la région Nouvelle-Aquitaine. Pour autant, pardon, je termine sur le LRED, sur Mecafi. Vous y étiez là aussi cette semaine chez eux. Là, un plan social prévoit de supprimer près de la moitié des postes de l'usine, 500 postes, donc 242 sur 500. Après 17 jours de grève, les salariés ont voté la fin du blocage ce jeudi, juste après votre visite. Est-ce qu'il y a d'ailleurs un lien de cause à effet? J'espère, parce que si... Vous ne souhaitiez pas le problème n'est pas tant la grève que le blocage. Et je l'avais dit aux salariés, aux responsables syndicaux la veille. J'ai discuté longuement et à plusieurs reprises avec Ludovic Eschini, qui est le président de Nextim, qui est la société qui a racheté il y a 1 an et demi, 2 ans, cette société, dont les comptes étaient trafiqués. D'ailleurs, le tribunal de commerce a réajusté le prix d'achat. On s'est aperçu que le vendeur était plutôt un petit truand qu'un chef d'entreprise honnête. Ludovic Eschini a beaucoup investi et s'est investi lui-même sur de nouveaux marchés. Mais chaque entreprise est un cas particulier. En l'occurrence, le problème de Mecafi, c'est qu'il travaille principalement sur les moteurs. Or, aujourd'hui, et le moteur et l'avion Boeing, le 737 MAX, est cloué au sol pour les raisons que vous savez. Airbus a baissé ses fabrications de 40%. Et au niveau des sous-traitants, la baisse est de 60%. Donc il était très important que Mecafi livre les pièces à Safran. Safran avait écrit 15 jours avant, si vous ne me livrez pas, je vais m'installer ailleurs, je me source ailleurs. Et c'était pas simplement... c'est beaucoup de 150 personnes, et je pense d'ailleurs, enfin le Ludovic Eschini me le disait hier soir, je crois que le plan social a été largement amélioré dans le dialogue qui a eu lieu hier avec les salariés. Alain Rousset, dur et dur. Un autre cas sur notre région Nouvelle-Aquitaine. Intarissable sur les, je sais bien, c'est un usines. Équipementier automobile américain, cette fois c'est Borg Warner, vous connaissez, qui a annoncé la fermeture du site près de Tulle, 368 emplois, fermeture totale pour juin 2022. Tous ces sites dont on parle, ils ont bénéficié à un moment ou un autre d'aides régionales, de l'ancienne région ou de la nouvelle. Est-ce qu'on est en capacité aujourd'hui de demander des comptes à ces sociétés? Alors, j'étais en contact cette semaine avec un éventuel repreneur. Pour Borg Warner? Pour Borg Warner. Vous pouvez donner son nom? Non. Il y a un peu de confidentialité que je dois respecter. Bien sûr. Voilà. 2, oui, des aides ont été versées, et oui, il faut continuer d'accompagner les entreprises. La question est de savoir... avec quelle garantie? Alors, les garanties, on ne peut verser ces aides sur une durée de 4, 5 ou 6 ans que si le plan en vertu duquel on a versé une aide, c'est-à-dire des embauches, de l'investissement, de l'innovation, de la recherche, si ce plan est respecté. Si ce plan n'est pas respecté, après avoir versé le premier acompte, nous ne versons pas la suite. Donc dans le débat sur lequel vous m'interrogez et qui recommence à monter aujourd'hui, oui, il y a une conditionnalité sociale, d'investissement et environnementale à ces aides. Peut-être, d'ailleurs, doit-on y revenir à le chercher, mais il y a vraiment cette conditionnalité qui existe. Est-ce que je peux demander à Baumgartner ou à Ford, par exemple, de rembourser? Vous pensez bien qu'il va me faire un bras d'honneur. C'est là la limite de l'action politique aussi. Oui, mais tous les pays le font. Tous les pays. Je vous donnerai même un détail tout à l'heure pour vous dire jusqu'où la compétition internationale peut aller. Et là, nous sommes en face de groupes étrangers. Savez-vous, je sors toute une matinée de travail avec Ariane Group. On a des coopérations avec Ariane Group. Sur la compétition aéronautique, par exemple, avec le phénomène de la fameuse fusée des États-Unis. Les États-Unis payent 180 millions de dollars le tir de la fusée américaine dont je ne retrouve plus le nom, aidez-moi, aujourd'hui. SpaceX. Elon Musk. 180 millions de dollars quand c'est l'État américain qui paye. Et quand il est sur la concurrence, grâce
à cette subvention déguisée de l'État américain, il ne fait payer que 40 millions de dollars le lancement d'un satellite. Donc vous voyez qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. Bon. Et en même temps, il faut accepter le risque. Un des problèmes de la France, notamment de ses fonds propres, notamment des banques, c'est que quand vous avez une pépite, j'ai visité une entreprise à côté de Poitiers, ou à côté de Châtellerault plutôt, qui s'appelle Plaxil, qui Reconditionne des masques. reconditionne des masques, des chiquettes, et les reconditionne. Il a des difficultés à trouver des fonds propres pour continuer sa croissance. Alain Rousset. Donc on n'accepte pas le risque en France, il faut l'accepter. Une entreprise est un être vivant d'une certaine manière. C'est pas de la science exacte. Et si on n'innove pas, à un moment donné, on se trouve perdu. Alain Rousset, on voit combien le secteur économique vous passionne depuis toujours. Ce plan de relance va être, bien sûr, va être là pour aider certaines entreprises. Là, en quelques mots, à ce stade, quel est votre bilan, votre état des lieux des secteurs les plus en difficulté dans la région ? L'aéronautique. Les secteurs qui vous inquiètent le plus ? L'aéronautique. Il y a 75 000 familles qui sont concernées. Et en même temps, il faut qu'on accompagne l'aéronautique, non pas pour avoir autant d'avions qu'il était rêvé précédemment, mais pour passer à un avion qui ne pollue plus, ou qui dégringole progressivement sa pollution, non pas en 2050, mais jusqu'en 2030. Ça, c'est le premier point. Alors vous savez que les ingénieurs entendent les propos des politiques, mais contestent la capacité à le faire aussi rapidement. Cet avion à hydrogène, je co-préside avec le patron de Turboméca un groupe de travail qui va diminuer de 85% ce qu'on appelle le NOx et les gaz à effet de serre qui sortent des moteurs d'avion dans quelques années. Combien d'années, ils vous ont dit ? 5-6 ans. 5-6 ans, parce que vous allez injecter du gaz vert ou du biofuel dans le moteur, tout simplement. Après, c'est l'hydrogène, et ce matin, encore une fois, avec Ariane Group, on a toute une série de travaux à réaliser sur l'hydrogène, puisque vous savez que Ariane connaît bien l'hydrogène, parce qu'embarque de l'hydrogène pour faire monter ses fusées. Cette expérience va pouvoir servir notamment bien aux entendu, avions c'est tout le du problème, quotidien. et tout le problème dans notre société, encore une fois, c'est bien pour cela que je reste décentralisateur radical, c'est que quand on centralise, on ne se parle pas, entre entreprises, entre services, tandis que si vous décentralisez, c'est ce qu'on fait, vous pouvez faire en sorte d'irriguer avec la filière laser la possibilité pour les sciences neurologiques de mieux connaître le cerveau. C'est aussi simple. Vous venez de que parler ça. des avions, ça va nous permettre d'ouvrir ce chapitre transport. En tous les cas, on aimerait en parler. Et un mot tout d'abord, puisque vous parlez des avions, sur cette navette entre Bordeaux et Paris, la navette Air France, très contestée aujourd'hui, puisqu'il la ligne LGV met Paris à 2 heures. Certains voudraient voir disparaître cette navette. Est-ce que c'est votre avis ? Ne parlons plus de navette. Alors, aujourd'hui, il y a 10 ou 12. Parlons d'une liaison. Aujourd'hui, il y a 10 ou 12 allers-retours. C'est fini, ça. C'est fini. Est-ce qu'il faut la supprimer complètement ? La navette, oui. Par contre, qu'il y ait 1 ou 2 allers-retours matin et soir, effectivement, parce qu'il faut regarder le bilan carbone complet. Par exemple, des entreprises ou des salariés des entreprises de Thales, de Dassault ou d'autres qui sont du côté d'Orly, parce qu'il faut savoir qu'Orly, et il y a 20% des passagers d'Orly, des trafics internationaux qui viennent sur Bordeaux. Imaginez, vous arrivez à Orly, vous prenez un taxi, un tramway, et vous allez jusqu'à la gare. De la gare de Bordeaux, vous prenez un taxi pour aller à votre emploi. Le bilan carbone, certes, c'est les avions pleins, mais discutez avec un écologue comme Gilles Boeuf, il vous explique que quelqu'un en voiture va plus polluer qu'un passager dans un avion plein. Donc ce que je dis, je reprécise, c'est au moins un aller-retour. Et je pense que tout le monde sera d'accord. C'est entendu. Oui, de l'avion, on va passer au train. Alain Rousset, cette semaine, près de 150 personnes, élus, cheminots, habitants, ont manifesté à Saint-Junien, dans la Haute-Vienne, pour demander l'accélération des travaux de rénovation de cette ligne TER entre Limoges et Angoulême, qui est actuellement suspendue depuis mars 2018. L'État est clairement dans le collimateur des manifestants. Est-ce qu'il est dans le vôtre aussi ? Écoutez, encore une fois, je ne voudrais pas faire de polémique. Concrètement, qu'est-ce qui se passe ?
Il se passe d'abord que la région fait systématiquement l'avance de la compétence de l'État. Aujourd'hui, on a fait l'avance de 17 millions. Sur ces lignes-là, pas simplement Limoges-Angoulême, mais c'est aussi Limoges-Brive. Oui. Hein, c'est la région qui a financé parfois en totalité. En totalité. Et que vous répond l'État quand vous lui dites qu'il faut payer? Pour l'instant, il annonce des grands chiffres, mais vous savez, l'État n'a même pas pu répondre sur une étude préalable à des travaux d'1,5 million. L'État devait mettre 125 000 euros, il n'a pas pu les payer. Donc le problème, c'est que Bercy verrouille tout. Ensuite, il y a 4,7 milliards, c'est très bien. 4,7 milliards. Nous, simplement, en Nouvelle-Aquitaine, c'est, chiffrage SNCF Réseau, 1,2 milliard. 1,2 milliard pour éviter que les voies ne ferment. 1,2 milliard. La région a doublé ses crédits, on intervient hors compétences, on met entre 50 à 100 millions d'euros par an. On a mis 1,6 milliard sur les voies, sur la réhabilitation des voies en dehors de faire circuler les trains. Ça vous donne envie de gérer les lignes, vous-même? Ça donne envie de gérer les lignes pour peu qu'on ait les ressources nécessaires. Pour peu qu'on ait les ressources nécessaires, bien entendu. Est-ce que ça veut dire, Jérôme ? Pardon ? Est-ce que ça veut dire à ce stade que votre mission, c'est vraiment l'objectif TER, ou est-ce que vous avez encore un objectif de développement des lignes LGV ? Vous avez beaucoup défendu, il y a 6 ans, une ligne vers le sud de Bordeaux, vers le Pays Basque. Est-ce que vous avez oublié ce projet ? Non. Est-ce qu'il est enterré ? Pour plein de raisons. Est-ce qu'il n'est plus d'actualité ? D'abord parce que l'expérience de la LGV Tours-Bordeaux, vous en parliez tout à l'heure, c'est un résultat magnifique. Alors certes, Covid, post-Covid, etc., il y a peut-être moins de monde, mais c'est un résultat magnifique. Magnifique d'abord parce que tout le monde est dans le train. Il y a plus de sacs à dos que de mallettes, contrairement à ce qu'on me disait à l'époque. Hein. La grand-mère qui veut aller voir sa petite fille ou sa fille à Paris, elle prend le train aujourd'hui, parce que ça a fait bondir la fréquentation des rames TER. Et troisièmement, pourquoi je défends toujours, n'appelons pas forcément ça LGV. J'ai besoin d'une deuxième ligne en direction de l'Espagne. D'abord parce que l'Espagne va être à la frontière dans 2 ou 3 ans. Et qu'aujourd'hui... Une ligne entre Bordeaux et Hendaye, une deuxième ligne par rapport à l'existant. Donc ce n'est pas forcément une ligne grande vitesse. Pas forcément une ligne grande vitesse, parce qu'une ligne grande vitesse va coûter assez cher. Donc là, vous avez renoncé clairement à ce projet-là. Oui, mais j'ai besoin d'une deuxième ligne. Appelons-la comme ça. Je me fiche de savoir si cette ligne roulera à 220 ou 320 km/h. Simplement, à 220, ça coûtera beaucoup moins cher. Mais il me faut une deuxième ligne, parce qu'aujourd'hui, contrairement à ce qui est dit, vous n'avez pas de train de fret. Le vrai problème de pollution de la région, le vrai problème, c'est les 10 000 camions qui circulent tous les jours sur l'ex-National 10. Et que quand on travaille avec les climatologues, avec les scientifiques, eh bien, vous vous apercevez qu'il y a une ligne rouge qui traverse la grande région, ligne rouge de pollution, non seulement par les particules fines du diesel, mais aussi par les petits éclats de pneus qui s'éparpillent partout et qui polluent massivement la nature. On va revenir, si vous voulez bien, à la route avec la 147, mais juste pour terminer sur le TER, de plus en plus d'usagers du TER, vous l'avez dit, ça marche de mieux en mieux, il y a de plus en plus de monde dans les TER, et ça pose parfois problème par rapport à ceux qui prennent le TER avec leur vélo pour aller travailler. Ça existe beaucoup sur la ligne Poitiers-Niort-La Rochelle, avec les assurances à Niort, beaucoup de gens vont travailler à Niort. Avec leur vélo, il y a beaucoup... C'est Bordeaux-Arcachon aussi. Il y a beaucoup, oui, absolument, il y a pas assez de place de vélo, et la SNCF refuse d'agrandir. Alors, il y a un débat pas facile entre le vélo et le passager. On est vraiment dans le déplacement donc l'idée, soft. Il y a plusieurs idées qui sont mises en place. Première idée, trouver un système dans les nouveaux trains qu'on achètera bientôt à avoir une forme de garage vélo roulant qui permettrait d'embarquer plus de vélos. Deuxième idée, d'avoir systématiquement des locations de vélos à la sortie des gares, de telle sorte que vous puissiez faire le dernier kilomètre. On a déjà beaucoup financé de garages à vélo sécurisés dans l'ensemble des gares, donc c'est une des politiques que l'on poursuit. Un mot sur la nationale 147 Limoges-Poitiers, cette mise à 2 fois 2 voies qu'on attend depuis plus de 30 ans, oui. Je crois. On parle de serpent de mer, on ne sait plus quel mot employer. Vous y croyez, vous, aujourd'hui? Il y a un projet d'autoroute concédée qui a l'appui de Jean-Baptiste Djebari, le secrétaire d'État au transport. La région pourrait y participer. C'est l'idée de refaire
c'est l'idée de refaire ce que j'ai fait entre Bordeaux et Pau. Ok ? Je ne sais pas si... J'ai vu les premiers chiffres, c'est quand même très très compliqué. Il y a une dépense publique à côté importante. Donc regardons comment les choses vont se passer. Si le ministre des Transports continue de s'intéresser à cela, ok. Nous, simplement, pourquoi nous avons réussi Bordeaux-Pau ? Tout simplement parce que la région avait financé le contournement d'Aire-sur-Adour. Une partie Et qu'on a trajet. montré notre volonté de faire en faisant une partie du trajet. Donc, ce sur quoi je me bats aujourd'hui, c'est de réaliser la totalité du tronçon possible, puisque l'enquête publique a été positive, au nord de Limoges. Oui. Ça, c'est la première chose, y compris un viaduc qui doit être réalisé. Mais là, on parle de 7 km sur plus de 130. Oui, mais il faut commencer. Oui. C'est surtout de commencer dans les endroits les plus difficiles. Et le Mais je vous dirais sud de Poitiers, donc. Voilà, je vous dirais les deux autres problèmes, dont le sud de Poitiers, parce qu'il faut que les communes du sud de Poitiers et le département de la Vienne se mettent d'accord, et l'agglomération de Poitiers se mettent d'accord sur cela. Mais il faut réaliser ça parce que ça montre notre volonté de faire. Alors encore une fois, c'est pas la LGV. Mais moi, je me bats pas La LGV toujours. a même sans doute fait prendre du retard. Je me bats pas à un moment donné, sur certains lieux, pour des chimères. Voilà, j'ai des priorités. Qu'est-ce qu'on a fait dans ce domaine-là ? Il y a des surcoûts. Ok ? 30 millions de surcoûts. On a réparti la charge, 50% de la charge entre région, agglomération de Limoges et département de la Haute-Vienne. Et j'ai proposé à l'État d'avancer les 15 millions d'euros de la part de l'État pour aller plus vite, pour débloquer le dossier. Et aujourd'hui, J'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse, pas plus que sur la régénération de Brive-Limoges, Limoges-Angoulême. J'ai pas de réponse. Alain Rousset, c'est bien Pourtant, noté on a des demandes sur de ce rendez-vous point. pendantes. Un mot sur l'identité régionale, parce qu'on aimerait parler aussi un peu agriculture avec vous. Sur l'identité régionale, vous n'avez pas oublié évidemment la réforme territoriale de 2015, voulue par François Hollande. C'était la loi NOTRe qui a abouti à la création de cette grande région Nouvelle-Aquitaine, 5 ans et demi après. Quel est le bilan ? Est-ce que vous avez l'impression que la population a fini par accepter cette grande région, se l'est appropriée ? Est-ce que c'est une réussite ? Alors, je suis jugé parti. Je suis jugé parti. Simplement, ce dont je peux témoigner, et que les journalistes que vous êtes peuvent témoigner, c'est que je ne sens plus l'amertume qu'il a pu y avoir les 2 premières années. Perte d'identité de capitale régionale pour Limoges et Poitiers. Parfois, j'ai dû, notamment en Poitou-Charentes, arrêter un certain nombre d'opérations. Mais vous savez, on a doublé les aides aux entreprises et à l'emploi en Limousin et en Poitou-Charentes. Donc la puissance de feu de la région existe. De la même manière pour l'agriculture. Regardez, Felletin, 47 millions d'euros pour reconstruire le lycée de Felletin. Lycée des métiers du bâtiment de Felletin, en Creuse. Le lycée des métiers du bâtiment de Felletin, qui est un lycée mythique. Que vous souhaitez mettre à contribution pour le chantier de Notre-Dame de Paris. Pas à contribution. Je souhaite le mobiliser, en faire la pierre angulaire de la reconstruction de Notre-Dame. Alors on va proposer, parce qu'il va y avoir des appels d'offres. Oui, c'est pas acté encore. Et début décembre, je crois que c'est le 6 ou le 7, on ira avec Jean-Louis Nimbrini pour, je ne sais pas si c'est baptisé, je ne sais pas si c'est voir, inaugurer la maquette à l'échelle 10 de la charpente de Notre-Dame, de la reconstruction de Notre-Dame. Mais prenez le cas de Alors sur cette région, la Courtine. Je reviens sur cette région. Est-ce que cette nouvelle région, le but c'était de faire des économies ? Est-ce que là aussi... Non. Ah si, non, au début... Ça, il y a un gars qui a dit ça, qui n'a rien compris. Qui était le secrétaire d'État à l'époque qui a lancé cette réforme. Oui, et mais puis le Premier ministre elle était débile. Ah. Et jamais le Premier ministre ou le Président de la République ne l'ont invité. Donc il n'y avait pas d'intention de faire des économies en faisant une grande région. Il fallait toujours dire que quelqu'un dise une bêtise. Il y a bien sûr des économies. On a des économies en termes de... comment dire ? Je pense aux hôtels de région, Alain Rousset. Les hôtels de région de Limoges et de Poitiers, qu'est-ce qui s'y passe aujourd'hui ? Qui y travaille ? Il y a du personnel, parce que je n'ai pas fermé ni Poitiers ni Limoges. Imaginez si j'avais fermé Poitiers et Limoges, que ne m'aurait-on dit ? C'est respecter le personnel.
Donc, il s'y passe toujours des Il y en a tas de autant réunions. qu'avant ? Bien sûr. Alors, on n'a pas diminué le personnel. Alors, parfois, il y a des départs en retraite, il y a des mobilités, mais non, certains services sont pilotés, d'ailleurs, de Limoges ou de Poitiers, et on n'a pas eu à les payer, ces hôtels. Hein. Oui. Et puis, regardez, par exemple, on va ouvrir dans chaque département des antennes départementales à partir du service transport, puisque maintenant, on s'occupe des transports scolaires et des transports interurbains. Donc il faut des services transport. Il est évident que le service de transport en Haute-Vienne à Limoges, qui était auparavant au département, est venu dans les locaux de la région. Donc on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'augmentation des frais de structure, mais en même temps c'est un paradoxe, parce qu'on me demande aussi d'être plus présent sur le territoire. Donc il y a une espèce de paradoxe qui se joue. Et on sait très bien aussi qu'il faut qu'on ait des ingénieurs de développement sur le territoire. J'étais à Châtellerault hier. J'ai annoncé qu'on allait installer un agent de la région, un ingénieur de développement, comme on l'a fait sur le Bergeracois, comme on l'a fait à la Souterraine, comme on l'a fait à Oloron, comme on l'a fait dans la Charente-Limousine, pour accompagner les entreprises, faire en sorte qu'il y ait un pont entre les services de la région et eux, de telle sorte qu'elles développent leurs projets. Et le résultat sur Bergerac, on a doublé le nombre des aides aux entreprises et des emplois créés par les entreprises. Alain Rousset, un mot sur l'agriculture. On est obligé d'aborder certains thèmes un peu plus rapidement maintenant, à 15 minutes de la fin de cette émission. Un mot sur l'agriculture notamment. En termes de gestion de l'eau, cette situation est parfois conflictuelle sur le terrain. Christine Meubles, qui est conseillère régionale Europe Écologie Les Verts, vous pose une question notamment concernant les bassines dans les Deux-Sèvres. On écoute Christine Meubles. Donc, Président, aujourd'hui, nous avons une manifestation contre les bassines en Deux-Sèvres. Et je voulais vous poser une question. Pourquoi souhaitez-vous financer la création de ces bassines sur la Nouvelle-Aquitaine, alors que c'est un non-sens écologique ? Alors, d'abord, il faudrait que Christine Meubles me pose la question directement, puisqu'elle est membre du Conseil régional, non. Deuxièmement, d'abord, la région ne peut intervenir que si les crédits européens le lui permettent. Premièrement. Donc il y a un blocage, et pour l'instant, tels que sont les crédits européens, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe sur ce dossier des bassines ? D'abord, Delphine Batho le défend. Delphine Batho, Génération Écologie. OK ? Deuxièmement, je ne sais pas si vous avez fait votre jardin sans eau. Moi, j'ai des tomates, je les arrose quand c'est sec, pendant les périodes de grande sécheresse. La question, elle tient en 3 points. Ce que m'ont d'ailleurs demandé le groupe ELV à la région. Premier point, est-ce qu'il y aura un contrôle public ? La réponse est oui. C'est le préfet, y compris avec les associations environnementales, qui créeront un communiqué où elles pourront décider de cela. Deuxièmement, est-ce qu'il y aura un prélèvement, comme c'est le cas aujourd'hui, dans les périodes d'assec des rivières ou dans les périodes d'assec des nappes ? La réponse est non, ce ne sera plus possible. Troisièmement, vers quelle agriculture veut-on aller ? Il y aura des diagnostics sur chaque type d'agriculture qui bénéficiera de l'eau. Donc on est en train de changer complètement le modèle. Il manque un certain nombre de points. Je l'ai dit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous ne m'avez pas entendu m'exprimer ni dans un sens ni dans l'autre. Il manque un certain nombre de points qu'on est en train de travailler avec les scientifiques et notamment l'équipe de Chizé, qui est spécialiste dans les questions environnementales. Mais moi, ce que je voudrais, c'est déconflictualiser. Vous savez ce qu'on m'a dit au départ ? On m'a dit, mais pour conclure sur ce chapitre, si ça pompe l'eau, et on pompera moins d'eau, en tout cas on ne pompera plus d'eau quand les nappes sont très basses, tout ça sera contrôlé et arrêté, ça va assécher le marais Poitevin. C'est totalement impossible. Et justement, c'est un progrès considérable, parce que dans vos images, qui je suppose passent à l'écran, ne passe que du maïs et des... Bon, le maïs a diminué de quasiment 60% dans les Deux-Sèvres. On a évoqué d'autres cultures, on a aussi beaucoup évoqué le lac de Caussade, par exemple. On n'aura pas le temps d'en parler à Alain Rousset maintenant. Je veux dire, comment voulez-vous qu'un horticulteur ou celui qui fait ses salades, des carottes, etc., puisse fonctionner sans eau ?
C'est pas possible. Le problème, c'est le partage de l'eau. Ce sera la et question l'attention fondamentale des prochaines années. Ça. à des ASEC. C'est pour ça que j'ai demandé à Alain Dupuis, qui est un scientifique reconnu, de mettre en place un groupe de travail, de telle sorte qu'on arrive à un consensus, parce que quand je discute avec mes amis de ELV, ils ne sont pas contre les réserves. Simplement, c'est la conditionnalité des réserves. Eh bien justement, on va en parler de vos d'agriculture. amis d'Europe Écologie Les Verts. Je ne vous apprends rien, dans quelques mois, il y aura des élections régionales. On va en reparler, mais dans quelques mois. Certains, en tous les cas, l'ont en tête, et certains ont commencé à se déclarer. Geneviève Darrieussecq, par exemple, qui était l'invitée de l'émission Dimanche en politique sur ce plateau la semaine dernière, a affiché quelques ambitions. On l'écoute, si vous le voulez bien. Moi, j'ai envie d'y aller. J'ai la motivation, j'ai la connaissance du terrain, j'ai la connaissance de la région, de la société, Ça veut dire que vous attendez quoi? Le feu vert du président de la République? J'attends qu'il y ait effectivement une décision prise sur le plan national, qui sera prise, j'imagine, aussi pour les autres régions en même temps. Quel est le calendrier? Quelle sera l'échéance? Je n'ai pas de calendrier à vous donner. Alain Rousset, tout d'abord, vous êtes toujours socialiste aujourd'hui? Oui. Vous avez soutenu Emmanuel Macron pour la présidentielle. Attendez, j'ai dit que j'avais voté. Et comme beaucoup de Français, Ah ben, un vote, c'est un soutien un petit peu, non? 70% de l'électorat d'Emmanuel Macron vient de la gauche. Vous le regrettez aujourd'hui? Je sais pas, l'offre politique était quand même pas terrible à l'époque. Je suis déçu, par contre. Alors, Et moi, mon souci aujourd'hui, c'est de faire revenir, c'est d'inventer une social-démocratie nouvelle qui tienne compte. Parce que là, on va rentrer dans une période, on a déjà commencé, c'était vos questions tout à l'heure, dans une période extrêmement compliquée sur le plan social. Hein, les milliers de familles, les dizaines de milliers de familles qui vont être menacées, il va falloir penser à ça. Et en même temps, il faut faire, si j'ose dire, il faut faire les sauts technologiques qui vont bien. Je voudrais revenir un peu parce qu'on a lancé une recherche il y a 6 mois qui devrait aboutir à des choses extraordinaires, ici en Nouvelle-Aquitaine. Mais donc, faire ces sauts technologiques qui vont bien pour prendre en compte le climat, comme nous l'avons fait à la région Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes le seul pouvoir public, même par rapport aux villes anciennement avec des maires ELV, nous sommes la seule collectivité, seul pouvoir public à avoir une feuille de route qui s'appelle Néoterra, qui bascule toutes nos politiques par rapport à la transition écologique. Alain Rousset, votre vice-présidente en charge de la culture et des sports, Nathalie Lanzy, a été battue il y a 2 semaines lors des sénatoriales dans les Deux-Sèvres, battue parce que le candidat écologiste s'est maintenu au second tour. Est-ce que vous craignez que ce scénario vous arrive, vous, pour les régionales? Je ne fais pas de pari sur... C'est pas un pari, je regrette analyse. ce qui s'est passé parce que c'est vraiment une mauvaise manière et surtout peu d'expérience sur le plan politique. Enfin, je trouve que c'est pas bien ce qui a été fait. Je ne sais pas si je peux utiliser ce terme en politique, mais c'est pas bien du tout. Elle dit qu'ils Donc on verra. Écoutez, sur le plan de ce que nous faisons. Alors justement, attendez, je vous pose la question, Alain Rousset, parce qu'on voit bien que vous avez des projets pour cette région. On voit bien que vous avez fait beaucoup de choses et vous avez des projets. Vous en avez toujours eu, mais vous en parlez des projets. Sûr. Concrètement, serez-vous candidat pour les prochaines élections régionales? Je l'annoncerai dans quelques jours. Ah, vous annoncerez que vous serez candidat? Vous nous dites que dans quelques jours, vous serez candidat. Donc vous l'êtes? J'annoncerai dans quelques jours. Laissez-moi donner la primeur d'abord aux militants de ma formation politique. On vient de le comprendre là, non? Tous les journalistes disent qu'ils l'ont compris. Eh bien, dites-le, c'est plus simple. Arrêtez de me torturer. Cette région, elle vous tient à cœur, parce que vous êtes quand même président depuis 1998. J'aime cette région, j'adore ces paysages, les hommes et les femmes qui la font. Bien sûr. Il faut des alliés pour gagner les élections. Écoutez, les ELV a souhaité partir seul. En règle générale, c'est ce qu'ils font. Je peux le regretter. Je pense que... Vous pourriez vous allier avec En Marche, par exemple? Oui, ma relation à En Marche, c'est 70% des électeurs de Macron sont des électeurs de gauche. Bienvenue au Bercail. Bienvenue au Bercail. Si vous voulez revenir dans une social-démocratie qui porte l'écologie, mais qui porte aussi le développement industriel, les technologies du futur, l'attention aux plus faibles, bienvenue au Bercail. Ça peut être une liste commune entre vous et En Marche? Je viens de vous répondre, vous avez bien compris. Vous avez bien compris. Si des hommes ou des femmes qui ont voté Macron, qui ont soutenu Emmanuel Macron, veulent revenir au bercail de la social-démocratie, mais ça doit être clair.
Ça doit être clair. Mais pour les écologistes, ce n'est pas si clair, puisque là, en l'occurrence, ça a été vos alliés pendant ce mandat. Ils n'ont pas voté votre plan de relance. Ils se sont abstenus lundi concernant votre plan de relance. Parce qu'il y avait de l'aéronautique, parce qu'il y avait des choses... Je ne sais pas. Ils n'étaient pas d'accord avec vous sur la LGV, ils ne sont pas d'accord sur l'aéronautique. Est-ce que vraiment, ce sont des alliés? Oui, mais attendez, ils ont voté 98%, d'ailleurs ils me le disent régulièrement, de tous les dossiers. Certains d'ailleurs ont été portés soit par Nicolas Thierry, soit par François Coutan, soit par d'autres élus. La quasi-totalité des dossiers du chantier de la région, et notamment Néoterra, ont été votés par ELV, alors qu'on prenne qui pourra. Un mot sur le monde de la culture en cette fin d'émission. Je voudrais juste revenir sur un point, parce que ça vaut le coup que nos auditeurs et téléspectateurs sachent ce qu'on fait. J'ai mis en contact, et je suis un peu fier de ça, j'ai mis en contact au début de la crise une entreprise des Landes qui s'appelle DRT, qui transforme la résine en base de cosmétiques et en produits pour la maison, virucides, etc., avec les chimistes et les pharmas qui font les médicaments. Vous savez qu'un des problèmes que cette crise nous a montré, c'est parfois les retards de livraison de médicaments, c'est que toutes les bases de médicaments viennent de Chine. Relocaliser la production pharmaceutique. Non seulement relocaliser, mais biosourcer. Partir du végétal, de la chimie du végétal, pour faire les médicaments de demain. Et ça, oui, l'action de la région, c'est du long terme. L'action publique, c'est du long terme, surtout avec les compétences. Ce qui vous incite à poursuivre justement pendant 6 ans. C'est ce que vous vouliez nous dire. Non mais arrêtez de me torturer, mon cher. D'accord. Vous n'y arriverez pas. On parlait de la culture. Un mot sur la culture. Un monde extrêmement en souffrance, victime de la crise sanitaire. Justement, comment aider ce monde de la culture qui ne peut plus se produire aujourd'hui? Je partage les souffrances. Alors, je peux simplement dire très concrètement ce qu'on a fait. Toutes les subventions qui étaient prévues pour les troupes, pour la culture, pour le sport, pour tout ce que nous aidons traditionnellement, et c'est plusieurs millions d'euros, même si la compétition n'a pas eu lieu, même si le festival n'a pas eu lieu, le concert n'a pas eu lieu, toutes ces aides ont été versées. Il y a eu des baisses de dotation quand même. On a pris en compte le chômage partiel. Parce que sinon, j'aurais pu être attaqué au tribunal pour dire « mais vous avez versé une subvention alors même que l'entreprise avait été aidée en chômage partiel ». Mais vous savez que ça a été très mal perçu, par exemple à Poitiers au TAP ou dans d'autres... Non, au TAP, c'est autre chose. Je rappelle quand même que pour le TAP, nous sommes le premier financeur. J'ai d'ailleurs eu une explication avec Alain Claes à l'époque pour lui dire moi je veux bien qu'on... Et puis le TAP, peut-être faut-il qu'il réfléchisse à son mode de fonctionnement, parce que si le TAP reste aussi élitiste et a une si faible participation des tickets d'entrée, alors que tous les autres font un effort aussi pour qu'il y ait une participation des spectateurs, ça pose peut-être un petit problème. D'ailleurs, vous avez noté que le syndicat dans lequel se trouve le TAP n'a pas du tout accompagné la démarche du directeur. Jérôme TAP. Voilà. Donc sur la culture, ensuite nous avons mis en place pour le monde associatif, parce que souvent le monde de la culture est porté par des associations, nous avons mis en place une aide de 5 millions d'euros qui est parfois plus utilisée par le sport d'ailleurs que pour la culture, et nous allons perpétuer ces aides. On l'a étendue d'ailleurs aux entreprises de production audiovisuelle. La région Nouvelle-Aquitaine est la deuxième région de France après Île-de-France sur la production audiovisuelle, et France 3 fait partie de cette chaîne extraordinaire de création, de visibilité d'une région. Nous avons maintenu ça, donc il y a eu un effort spécifique. Je ne suis pas sûr que beaucoup de régions françaises et beaucoup de collectivités françaises aient mis au point ces dispositifs de solidarité. Une dernière question dans cette émission, en tous les cas un dernier thème qui vous tient à cœur, je pense. On a vu cette semaine qu'un texte sur l'amélioration du bien-être animal a été débattu à l'Assemblée nationale. Certaines chasses sont pour certains mal vécues. Certains veulent même supprimer certains types de chasses. Vous êtes chasseur vous-même. Est-ce que vous C'est pas moi. Est-ce que vous considérez que justement il faut laisser cette liberté aux chasseurs? Non, je pense, si vous voulez, alors je suis gêné sur 2 points. D'abord, en Nouvelle-Aquitaine, les associations environnementales et les associations de chasse vérifient l'état des populations, notamment d'oiseaux ou de gibier. Donc on vérifie. À partir du moment... Pas de la même façon. Je vous offrirai, si vous le souhaitez, les livres qui sont produits, c'est des livres en commun. C'est des livres en commun.
CEPANSO, pas CEPANSO, LPO et Association de chasse, je crois, de Charente-Maritime. Vous verrez. Donc on avait apaisé, avec l'histoire de l'Aquitaine, CPNT, on avait apaisé tout cela. Et puis, président de la République, sous la pression du président national de la chasse, qui est quand même pas très futé, manifestement, baisse le prix du permis de chasser national à des personnes qui peuvent dépenser de 5 à 10 000 euros pour aller chasser en Sologne. Et qu'en même temps, les fédérations de chasse ont besoin de rembourser les dégâts des gibiers, notamment les dégâts de sangliers. Donc on a ce type de problème. Ensuite, le nombre de jours de chasse. En quelques secondes. Si vous voulez avoir du lièvre, par exemple, avoir de la perdrix, il faut limiter le nombre de jours de chasse. Et la chasse à courre, est-ce qu'il faut Et maintenir la chasse à courre, moi, je ne connais pas trop. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis plutôt avec le président de la République dans la suppression de la chasse à la glu. Enfin, voilà. Donc une certaine liberté encadrée, c'est ce que vous voulez dire? Bien sûr. Bien sûr. Mais en même temps, imaginez, quel est le plaisir du chasseur? Enfin, pour ce qui me concerne, c'est de voir voler des perdrix devant moi, de voir un lièvre débouler. C'est pas de massacrer, c'est pas d'être viandard. Donc il y a une C'est la fin de conjonction. cette émission. Et vous aurez du temps dans les prochains mois pour aller à la chasse, ou vous allez être occupé par autre chose? Je prends toujours 1 heure ou 2 par dimanche. Alain Rousset, merci. C'est la fin de cette émission. Je rappelle qu'un livre, Alain Rousset, le décentralisateur de la République, est sorti aux éditions Le Bordelot sous la direction de Jean Petot. Anaïque, Jérôme, merci. Merci aux équipes de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Dans quelques instants, le journal de la mi-journée. Excellent après-midi.